Mon invité Nicolas Riel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Alliance Digitale. On ne connaît pas forcément l'Alliance Digitale, on connaît très très bien l'IAB qui est un référent pour la pub en ligne, et puis la Mobile Market Association, c'est ça, Marketing Association, qu'on connaît un peu moins mais quand même référente dans le secteur du mobile. Les deux ont été réunis Absolument. pour créer l'Alliance Digitale, donc, dont vous êtes le président. Un des grands sujets, moi, je voulais aborder avec vous dans cette interview, c'était le sujet des cookies tiers. Alors, parce que c'est un sujet qui nous occupe à chaque fois qu'on a notre rendez-vous mobile business. On se dit, mais comment vont faire tous les professionnels de la pub et du marketing pour se mettre en ordre de marche quand ces cookies tiers qui permettent de tracer les internautes de site en site et de leur faire des offres adaptées et personnalisées? Comment la profession s'organise en France par cette nouvelle règle qui n'est pas du tout imposée ni par l'Europe ni par la France, mais par un acteur américain, qui s'appelle Google. Absolument. C'est également la question que se pose de l'industrie. Comment on va faire sans cookies tiers, puisqu'effectivement, Google, ou en tout cas Chrome, le navigateur, a annoncé mettre fin aux cookies il y a maintenant, c'était en 2020. L'échéance était pour 2022. Alors ça laisse le temps de se préparer quand même. Qui a été repoussé. Absolument, ça laisse le temps. Mais faut-il qu'il y ait des solutions qui soient... qui fonctionnent, et c'est ce qui a amené notamment Google à repousser l'échéance bien plusieurs fois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cookies tiers, à quoi ça sert? Ce sont des petits fichiers pseudonymes, ça veut dire que c'est pas lié à un prénom, à un nom, et qu'on peut d'ailleurs réinitialiser. À partir du moment où c'est réinitialisé, on disparaît d'une base de données, on redevient... un nouvel internaute. Un nouvel internaute, exactement. Merci pour les sites qui y sont fréquentés. Et ça sert aux marques à faire plusieurs choses, qui annoncent, qui font de la publicité. La première, c'est de compter le nombre de publicités qui sont affichées. Donc c'est vraiment tout bête, mais quand on est une marque et qu'on dépense un budget publicitaire d'1 million d'euros, on a envie de savoir si ça va être diffusé à 10 000 personnes ou 100 000 personnes. Et quand on est un utilisateur, on n'a pas envie de voir la même publicité 40 fois, alors qu'on ne clique pas dessus, que ça ne m'intéresse pas, et qu'en réalité, au bout d'un moment, on a envie de passer. C'est ce qu'on appelle le capping dans l'univers publicitaire. Ça permet de limiter la pression publicitaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça permet de mesurer les performances de la publicité. On est dans un monde, effectivement, où aujourd'hui, grâce aux algorithmes, on peut optimiser la publicité pour, effectivement, qu'elle soit personnalisée et qu'elle s'adresse à une cible auquel on pense qu'elle va aimer cette publicité, pour éviter de cibler une publicité à des personnes qui ne seraient pas intéressées par la publicité. Donc, mesurer l'efficacité, ça permet de faire apprendre les algorithmes pour qu'ensuite ils apprennent et ils vont ensuite cibler la bonne personne. Et enfin... Là, vous nous faites dédiaboliser le cookie, là. Absolument, parce qu'effectivement, je pense que ça a été diabolisé. Ouais. Beaucoup de fantasmes, une forme de populisme quelque part aussi, parce qu'on peut vite dire on est traqué sur Internet, etc. Il y a quelque chose de très anxiogène. Apple a été très bon là-dessus d'ailleurs pour faire peur aux utilisateurs, ouais. Alors que lui-même ne se gêne pas pour utiliser énormément de données personnelles pour faire de la publicité pour son propre compte, pour son propre service publicitaire. Donc oui, ça fait partie aussi à l'Alliance de parler des sujets complexes, expliquer comment ça fonctionne pour... Alors je vous ai coupé, mais il y avait un troisième point peut-être Ah merci, oui. C'est le ciblage publicitaire, effectivement. Eh oui. La publicité personnalisée, c'est évidemment potentiellement des audiences, cibler des personnes en fonction des intérêts qui peuvent, avec une condition qui est imposée par le RGPD, mais qui existait avant, le strict consentement des personnes. Effectivement, quand on refuse les cookies sur un site, on ne va pas pouvoir mesurer, on ne va pas pouvoir faire des audiences publicitaires. Et aujourd'hui, en un clic, on peut aussi facilement refuser qu'accepter les cookies publicitaires. Donc, dans le cas, pour rebondir, et vous l'avez très justement indiqué, dans le cas de la fin des cookies tiers sur Google, c'est pas du tout pour répondre à une obligation réglementaire. C'est un changement technique majeur. Ni de protection des internautes, finalement. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils le font pour protéger les internautes. Parce qu'il y aura une autre forme de tracking, une forme de cohorte, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, la question, c'est quelles sont les alternatives. Okay. Donc il va y avoir un monde dans lequel il n'y a pas... Et là, il n'y a pas de réponse toute faite. Le futur, moi je ne fais pas de prédiction sur le futur. Il y a plusieurs choses possibles. Il y a un monde dans lequel beaucoup d'acteurs sont en train de se lancer pour créer des alternatives et des ID qui vont remplacer les cookies pour faire la même chose parce que j'ai le consentement de l'utilisateur. J'ai un utilisateur qui me dit « Oui, moi je préfère la publicité personnalisée ». Je peux respecter son choix et lui proposer de la publicité personnalisée. Je ne pourrais plus utiliser de cookies tiers, mais je peux utiliser potentiellement d'autres
ID, des identifiants. Et ça, il y a pas mal d'acteurs qui se lancent dessus voilà, pour remplacer ça. De l'autre côté, des acteurs créent des solutions, ce qu'on va appeler contextuelles. Donc, c'est essayer de maximiser la connaissance qu'on va avoir sur un site donné à un instant T, comprendre le contexte pour finalement cibler à un instant donné une publicité. Et puis enfin, l'utilisation de ce que Google, avec la Privacy Sandbox, qui est le projet qu'ils ont annoncé, vont proposer pour faire des alternatives aux cookies. Et donc, ça nécessite quand même un consentement, parce que des données personnelles sont utilisées, mais disons qu'ils mettent en place des sécurités techniques qui seraient meilleures pour la vie privée. Et là, pour le moment, on n'y est pas. Ouais, et vous n'en êtes pas convaincu? Enfin, vous n'avez pas l'impression que ça va dans le bon sens, finalement, d'une meilleure régulation ou contrôle de l'utilisation de ces cookies? En fait, la question, c'est de savoir quel est le problème qu'on cherche à résoudre. Quel est le dommage dans la société? Qu'est-ce qui pose problème à l'utilisateur qu'on veut combler? Si on regarde les 15 dernières années, on n'a pas de scandale sur la vie privée qui sont liés à l'utilisation des cookies tiers. Donc il faudrait déjà définir ce qu'on veut résoudre. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est le problème d'utiliser des données pour faire de la publicité ciblée qui est le problème? Si c'est ça, il y aura quand même de la publicité ciblée. Et au sein de son environnement, un acteur comme Google va continuer évidemment à le faire. Donc je ne pense pas que c'est ça le problème. Donc c'est pour ça que je parle de diabolisation aussi des sujets de cookies tiers. Après, aujourd'hui, Google est parti dans cette direction-là. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les acteurs, faire beaucoup de pédagogie. On a créé un hub cookieless sur le site de l'Alliance Digitale. C'est la plus grande base de données avec toutes les alternatives possibles, mais aussi toutes nos positions sur le projet Privacy Sandbox, pour que les acteurs testent aussi les solutions évidemment mises en place par Google. Google a déjà pris en compte pas mal de retours. Ça s'améliore, mais on n'y est pas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce que je dis à Google, c'est non. Ne coupez pas le robinet des cookies à la fin d'année, déjà parce que c'est une très mauvaise période, parce que c'est le moment le plus important pour la publicité, qui est le 4e trimestre, et personne n'est prêt. Les solutions aujourd'hui ne fonctionnent pas. Le géant Alors déjà, on n'est pas seul. Silicon Valley. Mais écoutez, déjà, ils écoutent les autorités de concurrence, puisqu'ils ont accepté d'être suivis, enfin ils n'ont pas le choix, mais ils ont accepté d'être suivis par la CMA, qui est l'antitrust britannique, qui est aussi la Commission européenne qui suit ça de près, parce que c'est des bouleversements importants, évidemment, pour l'écosystème. Mais oui, ils ont fait des évolutions. La première version de ce qui était proposé par Google et Privacy Sandbox n'est pas celle qui est proposée là. Donc, on a quand même espoir qu'on arrive à, finalement, atténuer le risque petit à petit pour les acteurs avec une solution qui fonctionnerait. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, les autorités européennes sont, pour vous, des alliés dans cette bataille face aux GAFAM sur cette question, en fait, de nouveaux modèles économiques sur Internet? Alors, nous, en tant qu'Alliance Digitale, on n'est pas en bataille contre les GAFAM. D'ailleurs, ils font partie de nos membres, ils font partie intégrante des acteurs de la publicité. Après, on est sur un marché, effectivement, où il y a une concentration, notamment sur la publicité, et on va veiller. Dans le cas de Google, c'est une société qui est formidable, qui a innové, qui a des super produits, mais effectivement, qui concentre beaucoup de la publicité en ligne, et qui est aussi un navigateur, et qui est aussi un App Store. Donc, ils ont ce double rôle, il y a la régie, mais il y a aussi ce navigateur, et donc c'est normal qu'on ait cette double discussion, parce que ça impacte les autres acteurs. Concernant votre question, concernant les acteurs européens, évidemment j'y reviens, que ça soit, il y a eu plusieurs types de régulation ces dernières années, il y a eu le RGPD qui a été une grande avancée dans la prise de conscience sur les sujets de vie privée. On arrive à un moment J'imagine que ça n'a pas été une grande avancée dans le domaine du marketing. Ça a été une période très compliquée. C'est de la compliance, c'est de la conformité. Donc effectivement, c'est pour les entreprises, c'est même une plus grosse remise en question que l'affaire des cookies tiers. Pour les entreprises, c'est beaucoup de temps de passer sur des sujets qui ne sont pas de l'innovation. Et en même temps, on décide à un niveau européen et à un espace dans le monde où on dit le territoire européen, c'est un droit fondamental, la vie privée, on va avoir une attention particulière. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur de l'Union européenne. Il faut trouver, comme n'importe quel texte, la bonne balance. Il ne faut pas détruire plus qu'on ne crée dans les bénéfices qu'on a pour le consommateur européen à la fin. Et aujourd'hui, on a eu des effets de bord, notamment sur l'accès à l'information.
Du RGPD, vous dites? Du RGPD, bien sûr. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une interprétation parfois très stricte. On parlait des cookies. Les cookies, finalement, c'est des données pseudonymes. Ça veut dire qu'il y a un niveau de sécurité par essence qui est assez fort, sur lequel on n'a pas de dommages aux personnes au quotidien. Du phishing, des problèmes en ligne, cyber, il y en a tous les jours. Oui. Et c'est des vrais problèmes. On a tous autour de nous des personnes qui Qui se sont fait arnaquer. Ouais. Ouais. C'est jamais ces sujets-là. Il y a d'autres sujets, il y a de la désinformation en ligne, etc. Mais c'est pas lié aux cookies et à la publicité en ligne. Donc, mais ça, c'est pas un effet de bord du RGPD. ah non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vrais problèmes au sein du numérique en ligne. Okay. Et en tout cas, le sujet des cookies tiers, typiquement, n'est pas un des mots que la société a actuellement sur la publicité. Et au contraire, le financement de l'information et du contenu en ligne est une réponse. L'accès à l'information de qualité gratuitement. Aujourd'hui, les mots de la société, c'est plutôt la désinformation qui est accessible de façon virale auprès de tout le monde, qui peut déstabiliser des élections. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, vous nous dites... je ne dis pas que le reste n'est pas un vrai sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... Que la pub, c'est un mode de financement. Absolument. De l'information gratuite en ligne. Ouais. Et qu'en remettant en question, en fait, ces pratiques publicitaires, on fragilise l'information. Absolument. Aujourd'hui, en ce moment, il y a les états généraux de l'information qui sont en cours. Les états généraux de l'information ont diffusé un rapport et qui expliquait que pour l'information est financée à 38% par la publicité en France. C'est beaucoup, 38%. Ouais. C'est quasiment 40% de tous les revenus. Eh bien, aujourd'hui, un article de qualité, il est derrière un paywall. Je pense que les consommateurs de ces 10 dernières années ont eu l'habitude d'avoir un accès à l'information gratuit et ils voient bien qu'aujourd'hui, en fait, quand ils passent ce cap d'aller sur de l'information d'un plus haut niveau, avec une hiérarchie de l'information, des choses vérifiées, ben, ça va être payant. Et de l'autre côté, ce qui est gratuit pour eux, l'endroit où ils s'informent, c'est des choses qui ne sont pas du tout vérifiées. Et donc ça, c'est aussi un mot de l'accès à l'information, les sujets de démocratie, c'est aussi important pour la société. Donc nous, on cherche un équilibre entre bonne protection de la vie privée et financement finalement du contenu et de l'information, qui est aussi l'intérêt évidemment du citoyen européen. Bon, je passe tout de suite à l'interview express parce que le temps file. Alors, je vais vous poser des questions binaires, mais ça va vous permettre quand même de développer des sujets, vous allez voir. D'accord. Alors, oui ou non, la fin des cookies tiers est une bonne nouvelle pour les internautes? Non, plutôt un risque pour eux dans l'accès au financement. On en parlait juste avant. Donc, sur l'accès à l'information, l'augmentation des prix, l'accès au contenu gratuit, c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque nous, on a fait un sondage avec l'IFOP. On a 18% des classes populaires qui sont prêts à payer pour de l'information en ligne. Voilà, je pense que ça veut dire que tous les autres, en revanche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, il y a 80% qui en fait ne payeront pas pour l'information en ligne dans tous les cas. Donc, il faut trouver un modèle. Vrai ou faux, la publicité sur les sites de e-commerce, qu'on appelle le retail média, c'est bien ça? Absolument. A une influence importante sur nos achats en ligne? Alors ça, oui, absolument. C'est la tête de gondole, le retail média en ligne. La tête de gondole, vous le savez bien, quand vous vous baladez eh bien, dans un magasin et vous faites vos courses, vous voyez bien que le fait que vous ayez un produit qui est mis en avant, le fait de le voir, c'est déjà 50% du job. Parce que si vous ne le voyez pas, parce qu'il est tout en bas, en fait, vous ne donnez même pas sa chance au produit, pour reprendre l'expression. Et le retail média, c'est ça. C'est qu'une marque va pouvoir payer pour se mettre en avant au sein d'un site e-commerce et être vue au moins de donner sa chance au produit par l'Internet. Donc effectivement, c'est un gros levier pour plus vendre. C'est absolument vrai. J'essaie de faire express, mais... Oui, c'est bien, on continue. Okay. J'aime ou j'aime pas le pay or OK de Meta. C'est-à-dire, soit vous acceptez de payer le prix fort, soit vous acceptez d'être tracé justement par des cookies. Alors, il y a la tentation, et je sais que l'image de Meta n'est pas forcément toujours la bonne, de taper et de dire tiens, ça fait mal à Meta, c'est bien. Là, on retombe sur notre débat de tout à l'heure. La question derrière, c'est la question de l'accès à l'information ou des services en ligne. Quel est le modèle de Meta? Aujourd'hui, c'est gratuit. Bon, si c'est gratuit, c'est qu'il y a un mode de financement. Le mode de financement, c'est la publicité. Et est-ce que les gens sont prêts à payer pour Meta pour ne pas avoir de publicité? Et au fond, là, ce que vous indiquiez, c'est qu'il n'y aurait pas de cookies. Si je dis non, c'est pas tout à fait ça. En réalité, Meta va continuer. Si je dis non aujourd'hui à la publicité sur Meta, la publicité ciblée, Meta va continuer à avoir un nombre d'informations de données personnelles au sein de Meta
parce que je fais énormément d'interactions et ça sera enregistré, ils vont continuer à avoir le même nombre de données personnelles. Ça ne change rien. C'est juste que je n'aurai pas de publicité ciblée. Et de toute façon, ces données, elles ne sortaient pas de Meta. Elles ne sont pas revendues aux annonceurs. Donc ici, je ne suis pas là pour défendre Meta, et d'ailleurs un acteur plutôt qu'un autre. Ce que le Pay ou OK, pour nous, c'est une bonne chose parce que sortons de Meta et pensons à un accès à l'information. Qu'est-ce qui paye aujourd'hui le contenu, encore une fois? Ce qu'on aime avec le Pay OK, c'est qu'on valorise la publicité. Enfin, en tout cas, on sait combien valent nos données, du coup. On peut le tourner comme ça, mais la réalité, c'est plutôt on choisit de financer l'accès au contenu par un modèle qui est la publicité. Et c'est juste qu'aujourd'hui, pour faire une publicité personnalisée qui fonctionne, ce sont l'utilisation de données qui sont intéressantes. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Rieul, d'avoir développé votre point de vue dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance Digitale. C'est passé très vite, n'est-ce pas? Absolument.